Vous regardez Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, place tout de suite à l'œil d'Alger. Et l'œil d'Alger se tourne ce soir vers une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre 60 ans après, l'affaire de la disparition de Mehdi Ben Barka, grande figure de l'opposition marocaine, ennemi juré du roi Hassan II. 60 ans après, la vérité éclate au grand jour dans un livre intitulé L'affaire Ben Barka, la fin des secrets, un travail d'investigation réalisé par Stephen Smith et Ronan Bergman. Et nous avons justement avec nous ce soir le plaisir d'avoir Stephen Smith, journaliste spécialiste de l'Afrique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous. Je vous attends direct avec nous depuis Chapel Hill en Caroline du Nord. Encore une fois, merci d'être avec nous, monsieur Stephen Smith. Alors première question, êtes-vous ce soir en mesure d'élucider cette affaire vieille de 60 ans ? Oui, tout à fait. Nous sommes en mesure de l'élucider puisque après 5 années d'enquête et grâce à des nouvelles archives, nous pouvons répondre à toutes les questions qui restaient en suspens depuis 60 ans. Donc, qui a été l'assassin? Quels sont les pays impliqués? Quelles ont été les conditions dans lesquelles Mehdi Ben Barka a trouvé la mort? À quelle date? Qui est le commanditaire du crime? Donc, toutes les questions qui étaient restées ouvertes sont aujourd'hui résolues et d'où le sous-titre de notre livre, La fin des secrets. Stephen Smith, Mehdi Ben Barka, victime de la première alliance entre le Maroc et le Mossad. Ça, c'est peut-être un raccourci. Le Mossad a en effet prêté main forte à la chasse à Mehdi Ben Barka, puisqu'il faut se souvenir, dans les années 60, on ne disposait pas de chaînes comme la vôtre qui permettaient de savoir où était un homme exilé qui parcourait le monde. Donc, les services marocains avaient d'abord fait au service français Mehdi Ben Barka. Les Français n'ont pas donné suite et donc après les émeutes de Casablanca, donc là nous sommes en mars 1965, le roi se décide à faire appel au Mossad et le Mossad commence une opération appelée Eterna, opération Eterna qui visait à repérer Mehdi Ben Barka et par la suite c'est vraiment une histoire assez compliquée parce qu'il y a une deuxième filière de truands français qui vont finalement enlever Mehdi Ben Barka devant l'IP, la brasserie à Paris, mais par la suite les Marocains se trouvent à les bras qu'ils veulent tuer de leur opération. Et là, il faut une minute pour que le Mossad un soutien. Le Mossad n'a jamais Mehdi Ben Barka, mais livré la soude caustique, une pioche, même une pince pour identifier la victime, pour qu'il ne reste vraiment aucune trace, que la décomposition soit parfaite. Donc tout ce travail de soutien, d'assistance en quelque sorte, c'est le Mossad qui l'a fait. Mais bien sûr, le commanditaire du crime était le roi Hassan II pour les raisons qui lui étaient propres. L'une était, vous l'avez dit, l'ennemi mortel depuis toujours, l'ennemi juré du roi Hassan II était le révolutionnaire Mehdi Ben Barka, mais c'est vrai aussi que Mehdi Ben Barka était devenu un agent du service tchécoslovaque, la STB, et donc à ce titre on peut aussi dire qu'il est finalement aussi victime de la guerre froide et que lui était à l'intérieur du complot contre le roi et le roi a essayé de le pourchasser avec clairement comme objectif de l'éliminer, ce qui a été fait. Mais Stephen Smith, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Mehdi Ben Barka, c'était l'acte fondateur de la coopération entre le Maroc et Israël? Non. C'était l'extraction des Juifs, c'est-à-dire c'est comme ça que ça, d'une façon et clandestine, et par la suite, à partir du règne du roi Hassan II, on s'est mis d'accord sur des passeports collectifs que le général Oufkir, alors ministre de l'Intérieur, a signé. C'était pour que les Juifs du Maroc puissent quitter le Maroc, officiellement jamais pour aller en Israël, mais tout le monde savait qu'ils allaient en Israël, d'autant plus qu'Israël a payé pour chaque juif marocain qui a quitté le royaume. Et donc, cette extraction, ou ce dépôt juif marocain, 80 000, 61, 64, donc
a fondé le network, le réseau qu'a installé le Mossad au Maroc. Et de fil en aiguille, la coopération est devenue de plus en plus étroite. Et ce sont les agents à Rabat du Mossad qui étaient en contact quotidien avec le général Ouf, son adjoint Ahmed. Comme ça que cette coopération, comme je vous disais tantôt, mars à la fin 65, Blanca, que les Marocains ont fait appel au Mossad d'Ipêche, puisque nous travaillons sur fond de documents, ce n'est pas des hypothèses, c'est vraiment des documents. Câble du Mossad, il y a un câble du Mossad où il est dit un agent du Mossad à Rabat envoie, vous l'avez là à l'écran, envoie ce câble à Tel Aviv, au siège du Mossad, et là il est dit l'objectif des Marocains c'est de to kill Mehdi Ben Barka, c'est rédigé en anglais, donc pour tuer, il n'a jamais été question de le rapatrier de force ou de le faire venir simplement à l'intérieur d'un gouvernement, où il n'y a pas eu d'accident, c'était dès le départ prévu que ce soit une élimination. Monsieur Stéphane, vous dites dans le livre, vous dites que c'est... parce que pour rappeler que la coopération Mossad au Maroc a commencé effectivement, notamment après les émeutes de mars 1965, réprimées dans le sang, parce que c'est des collégiens qui ont été réprimés, c'est à partir de là qu'il y a eu la coopération avec le Mossad, et le général Leclerc, qui était le ministre de l'Intérieur, disait que le Maroc et le Mossad étaient une famille. Ma question est par rapport au général de Gaulle, parce que dans votre livre, vous dites que la chaîne d'information était bien établie entre l'avocat qu'on appelle la barbouze du général, l'avocat Pierre Lemarchand, Roger Frey qui était ministre de l'Intérieur, Maurice Papon qui était préfet de Paris, et Maurice Papon Roger Frey était impliqué dans le massacre des Algériens en 1961, mais également Georges Pompidou était au courant, mais que le général de Gaulle n'était pas au courant. Alors ma question, est-il vrai que le général de Gaulle, qui était président à l'époque, n'était pas au courant du complot visant Ben Barka? Non, le général de Gaulle n'était pas au courant, mais vous avez très très bien remonté la filière policière. Cette filière policière avec la barbouze du général, c'est le titre de son autobiographie, donc on n'est pas en train de l'insulter, c'est lui-même qui se qualifie de cette façon, c'est le maître Pierre Lemarchand. Donc lui, il prévient un commissaire qui s'appelle Jean Caille des renseignements généraux, et on remonte donc toute la filière comme vous l'avez fait, en passant par Maurice Papon, qui est le préfet de police, au ministre de l'Intérieur Roger Frey, et jusqu'au Premier ministre Georges Pompidou. Là, il y a des écoutes du quartier général des truands français chargés d'enlever Mehdi Ben Barka. Donc, les Français savaient parfaitement, cette filière savait parfaitement ce qui allait se faire. Ils n'allaient pas intervenir puisqu'ils étaient au courant. Ils suivaient seulement le bon déroulement de cette opération dont ils étaient prévenus. Maintenant, le général de Gaulle ne le savait pas. Je pense que les Français qui étaient au courant, donc jusqu'au Premier ministre, qui finalement allait être son successeur, ils pensaient qu'il s'agissait d'un enlèvement. Et il faut se resituer dans l'époque. L'enlèvement de Eichmann par les Israéliens, par le Mossad en 61 en Argentine, mais plus important, l'enlèvement du dernier chef de l'OAS, le colonel Argou, 18 mois seulement avant le kidnapping de Mehdi Ben Barka, c'est-à-dire enlever un opposant radical même sur un territoire étranger, n'était pas une grande affaire. Donc, dans ce cadre-là, le général n'était pas prévenu. Je veux simplement vous donner une idée à quel point il n'était pas au courant. Il a tempêté pendant 6 semaines. Il voulait absolument limoger Frey, sinon Georges Pompidou. Il était vraiment hors de lui. Non, on a les protocoles des conseils des ministres. Et finalement, c'est Jacques Foccart, l'homme, secrétaire général de l'Élysée, chargé des affaires africaines et des services secrets, qui fait comprendre au général de Gaulle que ça, il ne peut pas le faire. C'est l'homme, Jacques Foccart, qui était à la cheville ouvrière du retour du désert vers le pouvoir du général de Gaulle. Et donc, il lui explique, là, vous ne pouvez pas vous en prendre aux piliers, aux barons de votre régime. Et là, le général est obligé de se calmer. Il va sévir contre le SDEC, le service secret, qui était marginalement impliqué, mais qui ne jouait pas un rôle important. Et il y aura la crise diplomatique avec le Maroc. Pour tout vous dire, à la fin, lorsque le général, ayant quitté le pouvoir 1 an plus tard, meurt, Hassan II appelle pendant 3 jours
Et l'épouse, Yvonne de Gaulle, ne le prend pas au téléphone pour prendre ses condoléances parce qu'elle savait la blessure intime qu'avait été pour le général de Gaulle quand on lui enlève son invité personnel parce que Ben Barka devait venir à l'Élysée le lendemain de son enlèvement. Donc elle ne le prend pas au téléphone. Et Hassan II se venge d'une certaine façon. Il envoie comme dignitaire, je crois, obligé de mettre ça entre guillemets, comme dignitaire sur la tombe du général de Gaulle à colombier les deux églises, Ahmed Glimi, qui se trouve être l'assassin de Ben Barka. De Ben Barka. Très bien. Stephen Smith, pourquoi est-ce qu'un régime sûr de lui a-t-il tremblé devant un simple professeur de mathématiques? Je dis bien sûr de lui entre guillemets, monsieur Smith. Hein. J'entends bien. Je pense même que c'est une question d'autant plus intéressante que Mehdi Ben Barka était en perte de vitesse en 65. Et vous le regardez ça sur les trois tableaux. Sur le plan intérieur, après plusieurs complots dont il était l'initiateur, même ses camarades de l'USFP, de son parti, qui subissaient la répression féroce de ces coups de force manqués, se détournaient de lui et il avait pris des positions dont on peut discuter, mais au moment de la guerre avec l'Algérie, la guerre des sables, à la fin de 1963, il avait pris des positions hostiles au roi du Maroc et ça avait été très impopulaire. Donc ça, c'est le plan intérieur. Maintenant, sur le plan, la tricontinentale dont il était la dynamo, donc le grand mouvement de solidarité militante au sein du tiers-monde, là, il s'était aliéné l'Union soviétique qui le soupçonnait d'être pro-chinois. Et le KGB était en train de prendre des mesures actives, comme on appelait ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride. Ça pouvait aller de la diffamation jusqu'à un attentat. Donc là aussi, il était véritablement menacé. Et troisièmement, il était donc agent de la STB, le service tchécoslovaque, mais eux aussi étaient assez mécontents parce qu'ils ne respectaient pas les règles de la clandestinité. Ils mettaient en péril leur argent et ils venaient de le dégrader. Donc là, je reprends votre question, pourquoi donc Mehdi Ben Barka est-il si dangereux? Je pense que la réponse la plus claire est que le cumul de son opposition radicale, il venait de déposer le manuscrit du livre qui allait s'intituler « L'option révolutionnaire ». Donc là, il abat ses cartes, il ne parle plus d'une monarchie constitutionnelle, il veut véritablement une république, si possible une république démocratique et populaire. Ça, c'est un côté. Et l'autre côté, c'est très intéressant, le roi Hassan II prend la décision de mettre la main sur Mehdi Ben Barka et finalement de le tuer dès l'automne 64, exactement au moment où il apprend que Mehdi Ben Barka est un agent de la STB et qu'il a demandé du soutien financier et militaire de ce service du bloc de l'Est. Donc, on peut dire Mehdi Ben Barka, très très vraisemblablement, est tombé sur le champ de bataille de la guerre froide. Vous avez justement évoqué cette proximité qu'il avait avec l'Algérie. Est-ce que vous pensez que cette proximité, que sa disparition a privé justement la région d'une union forte qui aurait marginalisé le système monarchique marocain? Vous savez, je suis très content de votre invitation, mais il faudra dérouler en quelque sorte toute l'histoire post-coloniale d'Afrique du Nord, puisque la vision de Mehdi Ben Barka, c'était l'indépendance à l'intérieur d'un Maghreb uni, démocratique, si possible socialiste. Donc ça, c'est une vision. Il y a eu par la suite, comme vous savez, l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui était à la fois une défaite du colonialisme, mais aussi une façon d'isoler l'Algérie qui était dans sa phase combattante. Donc, Mehdi Ben Barka est très bien à Alger, jusqu'à la chute de Ben Bella. Par la suite, il y a une entente entre le roi Hassan II et le successeur, et Mehdi Ben Barka est même persona non grata à Alger. Donc ces histoires sont très très compliquées, il faut véritablement les suivre chronologiquement, et ils s'inscrivent bien entendu dans des options politiques très différentes qu'on peut résumer schématiquement entre une monarchie de droit du vin finalement, donc absolutiste d'un côté, une république populaire et démocratique de l'autre, cette rivalité-là, et
une couche de rivalité géopolitique par-dessus. Donc c'est des histoires très très compliquées. Et il y a aussi des relations personnelles. Il y a parfois un dirigeant qui fait confiance à un opposant et ensuite il peut y avoir un dirigeant qui le fait beaucoup moins. Donc là, je renvoie vos spectateurs à la lecture parce que ça, il faut vraiment le dérouler dans le détail. Monsieur Stéphane Smith, j'ai une question justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Mais Ben Barka, c'était aussi un leader du tiers-monde, c'était quelqu'un qui incarnait un projet panafricaniste, un projet d'union, notamment de l'Afrique, d'union du Maghreb, et une vision collective et d'intérêt collectif. Donc on ne peut pas nier aujourd'hui cette posture, on ne peut pas nier son rôle prépondérant notamment, et surtout aussi sa proximité avec le FLN. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a éliminé effectivement un projet, une idéologie, ou un projet en devenir bien évidemment, ou comme vous l'avez dit, peut-être avec certains mots, enfin qui sont les vôtres, hein, où il avait quand même une certaine, je dirais pas une complémentarité de vision avec l'Algérie, avec la diplomatie algérienne qui était assez rayonnante, assez forte dans les années 60. Oui, tout à fait, et je n'emploie même pas le mot posture. Je suis convaincu de la sincérité de l'engagement de Mehdi Ben Barka. Il ne s'agit pas de réduire son envergure. Cela dit, aussi du fait de sa disparition, il y a un culte de la mémoire qui est tout à fait normal puisqu'il a été victime d'un assassinat politique. Il est peut-être temps pour les jeunes générations et au regard des faits, il ne s'agit pas de véhiculer ici mes opinions, le fait est qu'il s'est engagé du côté du bloc de l'Est, donc ça a joué contre lui. On peut comprendre, un opposant cherche des ressources. Est-ce qu'il fallait les prendre ou non? C'est libre au débat. Donc il a cette envergure. Il est en phase totalement avec l'Algérie jusqu'au changement de direction. Lorsqu'il devient persona non grata, je l'ai dit, c'est quand même pas le meilleur statut qu'on puisse avoir avec un pays allié. Donc il ne peut plus remettre les pieds à Alger. Il ne le fait d'ailleurs pas. Et donc il est aussi de ce fait beaucoup plus isolé. Mais là encore, il ne s'agit pas de dire je trouve ça bien ou je ne trouve pas ça bien. Il faut faire de la politique réaliste. À l'époque, pour l'Algérie, c'était très important aussi d'avoir une accalmie avec son voisin marocain. Donc, les dirigeants prennent leurs décisions et ça a des incidences, y compris pour les solidarités qui peuvent être très, très fortes à un moment quand on a les moyens et qui peuvent être moins fortes quand on est obligé de transiger. Monsieur Stephen Smith, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la collusion entre le Mossad et bien sûr le Maroc était antérieure à 65, c'est-à-dire il y a eu des opérations à partir du Maroc, que ce soit à l'intérieur du Maroc ou bien en Algérie, pour pousser justement les Juifs à faire leur alia ou de quitter pour remplir Israël qui était en plein peuplement. Maintenant, si on comprend les motivations du régime marocain du Merzen pour l'assassinat de Ben Barka. Et encore, vous avez dit qu'il est devenu un personnage pas tout à fait ayant l'envergure que l'on pensait. Quelles sont les motivations du Mossad? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour sauver ce régime-là d'une menace, entre parenthèses, qui n'était pas tout à fait inquiétante pour le Palais Royal, ou c'était le tuer pour avoir une emprise sur le Palais Royal et sur l'avenir du roi? Non, d'abord, le Mossad n'a pas tué Barka, même si je vous et nous le livre et dans tous les détails, il y a d'assassinats puisque le Mossad aide les Marocains, les services marocains. Mehdi Ben Barka. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de voir que nous sommes remontés à ce qu'on peut appeler le départ ou l'extrême Maroc pour aller en Israël, ça c'est antérieur, mais on peut aussi suivre ce qui par la suite s'est développé parce que les relations entre le Maroc et Israël ont continué, entre les services également, et vous savez, jusqu'aux accords d'Abraham, on voit que cette histoire, finalement, l'actualité n'est pas un écran plat, on voit très bien qu'il y a là une profondeur. Il y a aujourd'hui 2 juges d'instruction à Paris qui enquêtent, l'une, Madame Lucie Delaporte, qui est la 14e juge d'instruction sur l'affaire Ben Barka,
et cherche toujours l'assassin de Mehdi Ben Barka. Il y a un deuxième juge qui cherche à élucider l'affaire Pegasus, c'est-à-dire ce spyware dans le téléphone de responsables français, qui est à nouveau une affaire triangulaire où vous avez le Maroc qui, ensemble avec le Mossad, finalement, espionne des responsables français. On dit même, je ne veux pas le prouver, jusqu'au président de la République. Un mot très important. Le Mossad n'est pas intéressé par Mehdi Ben Barka. À un moment donné, le chef du Mossad a une conversation en tête-à-tête avec le Premier ministre Eshkol. Eshkol lui demande « Mais ce type, il est contre nous ?» Et le chef du Mossad lui dit « Oui, mais ça n'a aucune importance, c'est pas du tout pour ça. » La raison pour laquelle le Mossad va se rendre complice de cet assassinat politique est très claire. En septembre 1965, il y a un sommet de la Ligue arabe à Casablanca. Et Hassan II, qui sent que le Mossad ne veut pas s'engager dans cette affaire, offre au Mossad l'accès à des renseignements stratégiques. Il leur permet de mettre sur table d'écoute la plénière, la séance plénière et certaines chambres d'hôtel de différentes délégations. Et donc le Mossad récupère l'enregistrement des conversations très franches sur la préparation, ou plutôt l'impréparation militaire des voisins d'Israël. Ce qui permettra, 21 mois plus tard, à Israël de juger que oui, une frappe préemptive est possible puisqu'il y a impréparation. Ils connaissent exactement la force ou les faiblesses de leurs adversaires. Et c'est pour ces renseignements stratégiques que finalement le Mossad, en contrepartie, accepte de faire tout ce que le Maroc lui demande pour éliminer, pour repérer, puis éliminer et faire disparaître le corps de Mehdi Ben Barka. Stephen Smith, pardon Faisal, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Stephen Smith, est-ce qu'il y a eu un fil rouge entre Ben Barka, l'affaire Pegasus et la campagne de propagande et de désinformation actuelle au Maroc? Nous avons une conversation très factuelle, donc moi j'essaie d'éviter des mots qui fâcheraient puisque je suis là pour chercher des faits. Ensuite, l'interprétation est libre à vous et libre évidemment à vos téléspectateurs. J'ai dit qu'il y avait un fil rouge qui part de l'implantation d'un réseau du Mossad pour faire sortir les Juifs marocains, en passant par l'affaire Ben Barka, qui devient finalement un crime qui va souder les relations entre les services marocains et les services israéliens. Après, il s'appelle frère, c'est dans la bouche du général Oufkir, parce qu'ils ont fait quelque chose ensemble, c'est un acte criminel. Et par la suite, il y a parfois des évolutions qu'on peut estimer peut-être positives, comme par exemple l'intermédiation du roi Hassan II lorsqu'il s'agit de négocier la paix entre l'Égypte et Israël. Évidemment, ça aussi, chacun est libre d'en juger, mais il y a tout un fil rouge, comme vous l'indiquez, qui va du passé, du début des années 60 jusqu'à aujourd'hui, d'où mon affirmation que l'actualité n'est pas un écran plat, c'est véritablement une profondeur. On voit très bien, et vous avez dit tout à fait, Pegasus, les accords d'Abraham, tout ça s'inscrit évidemment dans la lignée d'une proximité, d'une collaboration entre deux pays qui se concertent et qui s'aident, s'entraident et y trouvent leur compte. Monsieur Stéphane Smith, vous avez dit qu'il y a eu 13 ou 14 juges d'instruction 14 juges d'instruction qui enquêtent sur cette affaire. C'est l'affaire la plus lente d'instruction dans l'histoire de la Ve République en France. Et aucun juge n'est parvenu à avoir une partie de la vérité. C'est vrai qu'il y a eu un procès en 1967 qui avait notamment, entre autres, condamné Antoine Lopez, qui est un agent des services secrets français qui travaillait à l'aéroport de Paris et qui voulait être recruté comme dirigeant de la Royal Air Maroc parce qu'il avait des liens avec Oufrir. Les autres truands, parce que les truands ont contribué au kidnapping de Ben Barka, dont Bouchèche, qui est revenu au Maroc et qui a été exécuté. La question est de savoir pourquoi aucun des 14 juges d'instruction n'est parvenu à la vérité ou à dire ou à ouvrir un procès pour juger les véritables commanditaires et exécutants de Mehdi Ben Barka. Les gangsters de Pigalle, d'ailleurs. Notamment, entre la truanderie de Paris.
D'abord, pour vous dire mon plaisir d'être sur votre plateau, puisque je constate que tout le monde a lu de très près le livre, et donc ça fait plaisir. Je n'ai absolument rien à ajouter à ce que vous avez dit. C'est évidemment pour un auteur très plaisant de voir que dans les détails on suit. Et là, on voit à l'écran Antoine Lopez, que j'ai personnellement connu. Ça, c'est Georges Bouche-Sèche. Donc là, c'est les différents truands qui tous finissent au Maroc. Et c'est peut-être un complément important aussi de la complicité de la France, la complicité passive auparavant, parce que certains responsables français, ça montait jusqu'à Pompidou, on l'a dit, étaient au courant, donc c'est complicité passive, mais la complicité devient active après le meurtre, parce que pendant des années, pendant 6 années, on va suivre, on va co-gérer entre Paris et Rabat la présence des truands français qui vivent au Maroc, qui sont rejoints au Maroc par leurs compagnes depuis la France, et les polices des deux côtés de la Méditerranée le savent très bien. Et donc là, vous voyez très bien le mur de silence autour de l'affaire Ben Barka. Il est érigé comme une collaboration entre Paris et Rabat. Et la raison pour laquelle les juges d'instruction n'ont pas trouvé la vérité des faits, c'est tout simplement parce qu'il y a eu obstruction. Les archives sont restées filtrées ou verrouillées. Et la pièce qui manquait, et qui est véritablement une chance, parce que très rarement, au bout de 60 ans de silence et de secret, on arrive à connaître la vérité des faits, c'est que comme la collaboration du Mossad n'était pas connue, elle était vaguement soupçonnée parce qu'il y a eu quelques responsables qui ont fait référence à ça, mais on ne connaissait pas les détails. Nous avons eu la chance de récupérer les documents qui étaient assemblés pour une commission d'enquête interne en Israël. Donc, ce n'est pas le Mossad, mais le Mossad a donné tous ces câbles. Il y a eu des rapports de synthèse, il y a eu des protocoles de rencontre entre les différents chefs du Mossad et les différents premiers ministres. Tout ça a constitué un trésor de documents que la commission d'enquête en interne, qui ne voulait pas faire éclater le scandale parce que ça aurait été un scandale national à cause de l'implication du Mossad, international parce que le Mossad avait agi sur le territoire national français. Donc on a étouffé le scandale et on a mis ce paquet de documents au fond du coffre-fort des premiers ministres. Or, il y a eu alternance politique. À un moment donné, les travaillistes, qui étaient quasiment le parti unique au début, après Golda Meir, ils ont quitté le pouvoir. Et là, ils ont préféré emporter la preuve de leur compromission. Donc, ça sortait du coffre-fort et ça passait de main sûre en main sûre jusqu'à tomber entre nos mains. Je ne peux pas être plus précis pour protéger notre source, mais cette chance qui nous a permis de documenter au jour le jour et à la fin, d'heure en heure, ce qui s'est passé. Parce que lorsque Glimi vient à Paris, il passe 40 heures à Paris. Pendant ces 40 heures, il tue Mehdi Ben Barka. Il passe plus de 5 heures en réunion avec des agents du Mossad qui, chaque fois, lui disent ce qu'il faut faire et comment il faut faire, y compris les choses les plus pratiques, comment creuser la tombe, comment couvrir dessous de caustique, etc. Je passe sur les détails morbides. Donc là, vous voyez, cette brèche qui s'est ouverte grâce à cette chronologie de documents qui datent de l'époque où des agents n'avaient aucun intérêt à manipuler qui que ce soit, puisqu'ils rapportaient à leurs supérieurs. C'était des notes de service. Donc, ça ne se destinait pas à un public, et à plus forte raison, pas un public 60 ans plus tard, pour diminuer ou augmenter le rôle de qui que ce soit. On disait, là, on s'est réunis avec Glimi dans tel ou tel café, il nous a raconté quelques heures après avoir commis le crime, il nous a raconté comment il a tué Mehdi Ben Barka dans une baignoire. Ce récit, nous ne l'avons pas réécrit. C'est ça qui permet la vérité des faits aujourd'hui, et ces documents, bien entendu, les juges d'instruction à Paris ne les avaient pas. Maintenant, ils sont... notre livre fait 550 pages, il y a une centaine de pages qui sont le renvoi à la référence à chaque document exactement. Est-ce qu'il est rédigé en français, en anglais, en hébreu, en tchèque? On a fait travailler quelqu'un pendant 1 an, rémunéré aussi à Prague pour éplucher le dossier de Mehdi Ben Barka à la STB. Donc on a véritablement essayé de faire le récit de l'affaire Ben Barka, non pas à partir d'hypothèses ou de plausibilité ou de témoignages, mais par une trace documentaire. Pour chaque affirmation, vous avez un document écrit, donc une preuve.
Stéphane Smith, une dernière question. Est-ce que vous avez été contacté justement par la justice? Et est-ce que si vous ne l'avez pas encore été, est-ce que vous êtes prêt à aller témoigner justement et à expliquer tout ce que vous venez de nous expliquer ici sur ce plateau? J'ai eu un contact, un appel de la gendarmerie à Paris lorsque j'étais pour la promotion du livre à Paris, mais il faut bien se mettre à la place de la justice. Aujourd'hui, ils doivent d'abord vérifier est-ce que ce livre est sérieux, est-ce que les documents que vous avez en partie montrés à l'écran, puisque ça faisait partie de notre accord, donc c'est maintenant public, c'est sur la place publique, est-ce que c'est authentique? Une fois que cette vérification est faite, j'imagine que la juge va faire son travail et bien sûr, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvions dire, c'est dans le livre, mais si elle souhaitait m'entendre, si c'est pour la manifestation de la vérité, je suis à la disposition de la juge. Très bien, merci Stéphane Smith, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de l'affaire Ben Barka, la fin des secrets. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci madame, merci messieurs. Et j'espère à très bientôt. Au revoir monsieur Smith. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.